Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et civilisation. Série Trouvailles et retrouvailles. Dirigé par Jacques Chazot. Renouer avec les grandes œuvres, les grands thèmes, les grands moments, les grands débats de la psychopathologie, de la psychologie, de la psychanalyse. Telle est la finalité de cette série qui entend maintenir l'exigence de préserver, dans ces provinces de la culture et des sciences humaines, la trace des origines. Mais place sera également donnée à des essais montrant, dans leur perspective historique, l'impact d'ouverture et le potentiel de développement des grandes doctrines qui, pour faire date, continuent de nous faire signe et nous donnent la ressource nécessaire pour affronter les problèmes présents et à venir. Dernière parution. W.D. Whitney, La vie du langage, 2010. NVASCHIDE, Le sommeil et les rêves, 2010. Et Boutroux, William James, 2010. Monsieur de Fleury, Les fous, les pauvres fous et la sagesse qu'ils enseignent, 2010. HMAUDSLEY, Le crime et la folie, 2009. P. Marcel, Esprit. Essai sur l'unité paradoxale des flux énergétiques de la dynamique psychique, 2009. 50, GOLDSTEINAS, du diagnostic en clinique psychiatrique, Essai d'une approche des nouvelles disciplines, 2008. W. Bechtrev, L'activité psychique et la vie, 2008. H. Delacroix, Les grandes formes de la vie mentale, 2008. A. Lemoine, L'aliéné, 2008. C. Poirel, La neurophilosophie et la question de l'être, 2008. P. Janet, Les névroses, 2008. Monsieur Hirschfeld, Anomalie et perversion sexuelle, 2007. C. Daviron, L. Les femmes dans l'œuvre de Jean Genet, 2007. J. Postel, Éléments pour une histoire de la psychiatrie occidentale, 2007. Dr Dubois, Les psychonévroses et leur traitement moral, 2007. Ouvrage de Pierre Marcet. Psychopathologie en pratique médicale. Voie d'entrée. Thérapeutique. Paris, Masson, 1964. Les processus névrotiques. Paris, L'Expansion scientifique, 1968. Glossaire de psychiatrie. Paris, Masson, 1970, Prix Bordin de l'Académie française. Psychiatrie et méthodologie. Paris, Masson, 1970, Prix Ritty de l'Académie de médecine. Introduction à la psychiatrie théorique. Paris, Masson, 1971. Psychiatrie de synthèse. Paris, Masson, 1973. Métapsychiatrie. Paris, Masson, 1974. Magie et mythes en psychiatrie. Paris, Masson, 1977. Les processus psychopathologiques de l'adulte. Toulouse, Privat, 1981. Les mouvances psychopathologiques. Essai de psychiatrie dynamique. Toulouse, RS, 1983. Permanence et relativité du trouble mental, participation d'Arandru. Toulouse, Privat, 1986. Le phénomène moral, avec la participation d'Arandru. Toulouse, Privat, 1989. Le nouvel esprit psychiatrique, avec la participation d'Arandru. Paris, Frison-Roche, 1996. Le processus de connaissance, avec la participation de J.B. Grise. Paris, Frison-Roche, 2000. L'activité psychique. Paris, L'Harmattan, 2003. La conscience humaine. Paris, L'Harmattan, 2007. L'esprit. Paris, L'Harmattan, 2009. En traduction italienne. Metapsychiatria. Roma, Il Pensiero Scientifico. 1976 trad. L. Gentille. En traduction portugaise. Introdução a una metodologia geral em psiquiatria. Rio de Janeiro, Brasil edi. Roche. 1982 trad. Luisa Lameilleur Lete Ribeiro et Angela Maria Bastos Alves. Modelos operatorio em psychopathologia. Rio de Janeiro, Brasil edi. Roche. 1983 trad. Angela Maria Bastos Alves. En traduction espagnole. Procesos psicopatológicos del adulto. Mexico, professeur. Med. Mex. SA 1985, trad. Pérez Rincón. En traduction japonaise.
Seishin Katsudo. Tokyo Sozo Siepan 2010 trad. Toshiro Fujimoto. Ouvrage collectif. Dictionnaire français de médecine et de biologie. Paris, Masson 1970. Logique, discours et pensée. Mélange offert à Jean-Blaise Grise. Berne, Les langues suisses 1997. La lecture du monde. Livre d'hommage à Yves Pélissier. Paris, PUF 1998. La psychopathologie et la philosophie de l'esprit au Salon. Paris, L'Harmattan 2001. Ouvrage d'Alain Cardon. Introduction à l'algorithme et à la programmation, avec Séchara. Ellipse, Paris 1996. Conscience artificielle et système adaptatif. Paris, Erol 2000. http://www.automatesintelligents.com /biblionet/2001 /mar/a-bas cardon.html. Initiation à l'algorithme objet, modélisation en UML et exemple en Java et C++ avec Seda Bancourt. Paris, Erol 2001. Entre science et intuition, la conscience artificielle avec JP Bakiast. Automate intelligent, 2003. http://www.automatesintelligents.com /collection /entrezeti.html. Modéliser et concevoir une machine pensante, approche de la conscience artificielle. Paris. Vuibert 2004. Prix AFISI 2004. http://www.automatesintelligents.com /collection /cardon1.html. La complexité organisée. Systèmes adaptatifs et champs organisationnels. Paris, Hermès Lavoisier. 2005. http://www.automatesintelligents.com /biblionet /2005 fev complexite.html. Avertissement. Il ne faut pas se méconnaître, nous sommes automates autant qu'esprit, et de là vient que l'instrument par lequel la persuasion se fait n'est pas la seule démonstration. Blaise Pascal. Pensée 470. Cet ouvrage est le second volet d'une recherche concernant les rapports de l'informatique avec la clinique des troubles mentaux et le fonctionnement de l'appareil psychique. La rencontre de ces deux disciplines de nature différente soulève en réalité de nombreuses difficultés. Notamment, son étude peut se faire selon deux modes différents. Le premier est une perspective pluridisciplinaire qui incite à appliquer directement l'informatique classique aux troubles mentaux apparents, pour les transcrire sans tenir compte de leurs particularités constitutives. Les différences de nature avec la clinique ne peuvent alors que limiter l'intérêt et la validité de telles données. Le second consiste à adopter une perspective interdisciplinaire qui tente d'adapter l'informatique aux particularités dynamiques apparentes et cachées du psychisme humain. Il convient alors de conjuguer la clinique et l'informatique pour constituer un mode de connaissance mixte, ego-antagoniste, qui harmonise leur démarche afin de mieux pénétrer dans le fonctionnement psychique. Cette approche ne peut alors que retentir sur chacune de ces disciplines 11, 32, 38. C'est cette seconde perspective, plus difficile à suivre mais nettement plus enrichissante, que nous avons retenue pour cet ouvrage. Pour tenter de la rendre plus aisément compréhensible, nous avons schématisé les données cliniques et rappelé seulement les grandes lignes de la démarche informatique qui a déjà été précisée par ailleurs, le but de ce second ouvrage étant d'orienter une nouvelle lecture rationnelle du fonctionnement psychique normal et pathologique. La clinique et l'informatique abordent de nos jours la complexité de la pensée humaine et ses troubles, avec des résultats susceptibles de retenir l'attention. Néanmoins, de nombreuses questions se posent. Comment procéder ? Convient-il d'associer indistinctement la clinique et l'informatique, ou dans quel ordre ? Faut-il les maintenir en leur état actuel, ou les modifier ? Que convient-il de retenir ou d'écarter en chacune d'elles ? Quelle certitude en avoir ? Quels effets espérer sur la connaissance ? Quel est leur retentissement mutuel ? Autant de questions aux réponses, nullement évidentes a priori, qui remettent en cause à la fois le monde réel et le monde virtuel, ainsi que leur rapport.
Un profond débat surgit alors, introduisant d'innombrables interrogations d'ordre psychologique, psychopathologique, technique, informatique, logique, mathématique, physique, philosophique, sociologique, et même éthique, qui nous plongent d'emblée au cœur de l'interdisciplinarité. L'homme est dès lors renvoyé ipso facto aux sources de sa pensée, de ses propres connaissances, et à l'idée qu'il se fait de sa destinée. Afin d'éviter toute méprise ou toute réaction de rejet a priori, précisons d'emblée qu'il ne s'agit pas d'évoquer ici une quelconque science-fiction qui identifierait l'homme à la machine, ou une simple simulation théorique du psychisme humain, à l'image d'une machine de Turing à l'aide d'entrées-sorties préalablement établies. Il s'agit de développer une étude interdisciplinaire, à partir de règles permettant à ces disciplines de se rencontrer. Or, l'expérience nous a montré que ceci peut se faire par l'intermédiaire d'une approche clinique logique nouvelle et d'un système générateur de pensée artificielle, pour en rapprocher les données respectives, tout en précisant les différences. Une reformulation logique de la clinique, entreprise depuis une quarantaine d'années à l'aide de la méthode systémale, nous a permis un tel rapprochement. Elle fait surgir des processus et des modèles en bien des points, comparables à ceux qui sont élaborés en informatique constructiviste. La mise au point d'un système psychique artificiel par Alain Cardon incite ainsi à rapprocher ces données de cette clinique et à envisager ses éventuelles transcriptions informatiques. Il est à souligner que l'informatique est ici conçue comme la science du calculable, qu'elle est vue, au niveau minimal des calculs, comme l'activité de nuées de processus contrôlables en temps réel dans une architecture très spécifique. L'analyse d'un tel rapprochement suppose évidemment l'élaboration de modèles cliniques et informatiques susceptibles d'être confrontés. Or, l'assimilation ou l'intégration de ces modèles n'est pas évidente a priori, puisque ceux-ci ne sont pas de même nature et se rapportent à des phénomènes différents. Rappelons que la clinique part des réalités observées pour en extraire des modèles par une suite d'analyses comparatives et différentielles, révélant des propriétés invariantes. L'informatique part de notions théoriques concernant des agents logiciels proactifs pour reconstituer un système artificiel de pensée par des modèles calculables, conçus d'un point de vue constructiviste. Leurs démarches sont donc croisées, mais elles se sont avérées capables d'enrichissement respectif. Dans les deux cas, l'objectif a été de pouvoir reconstituer une modélisation du fonctionnement psychique qui réponde à la fois à une certaine réalité automatisée et vécue. Cette double approche vise ainsi, d'une part, une amélioration progressive de l'observation du psychisme humain et de ses troubles en cherchant à délivrer le clinicien de conceptions préalables limitées, et d'autre part, une validation des simulations nées du fonctionnement d'un système informatique original pour assurer son propre cheminement. La clinique des troubles mentaux conduit ainsi à admettre le rôle de processus automatisé par l'extraction d'invariants fonctionnels organisés, orientés par une force énergétique qui les active et les vivifie. 25am28. L'informatique, conçue à la fois comme une science et une technique, permet d'envisager un système autonome de processus de pensée artificielle, construction dynamique centrée sur une sensation de pensée, débouchant sur un esprit artificiel. 7-9. Cette rencontre n'est d'ailleurs pas sans rappeler la pensée de Blaise Pascal stipulant que l'homme est à la fois automate et esprit. 39. Or, une telle symbiose semble de nos jours pouvoir se préciser et se réaliser tout au moins partiellement. La stratégie utilisée pour cette étude vise donc le rapprochement de processus intégratifs isolés tant par la clinique que par l'informatique. Les modèles élaborés incitent au repérage de similitudes. Ces dernières permettent enfin une extraction de données interdisciplinaires susceptibles d'affiner les données des disciplines concernées, tout en soulignant les spécificités. Figure 1. Stratégie d'étude interdisciplinaire. Figure 1. Au-delà de différences phénoménologiques et herméneutiques certaines, ces deux courants de connaissances, loin de s'exclure, peuvent néanmoins s'enrichir et se renforcer l'un l'autre par les analogies étroites qui en résultent. À défaut d'identité possible pour un système naturel et un système artificiel, cet ouvrage devrait donc inciter à progresser dans la connaissance des dysfonctionnements psychiques par des réalisations techniques nouvelles, et conduire à une réflexion plus approfondie sur la nature de la pensée. Telles sont, au-delà des avancées cliniques et des performances informatiques d'ores et déjà réalisées, le sens et les limites de ce travail.
Le plan de cet ouvrage vise donc à mettre en parallèle les nouvelles données d'une clinique et d'une informatique constructiviste, afin d'en saisir les rapprochements et les différences, permettant ainsi de mieux préciser la nature des troubles mentaux et du fonctionnement psychique. Il comporte 4 chapitres. Le premier concerne un rappel des outils utilisés, tant théoriques que pratiques. Ainsi nous évoquons, d'une part pour la clinique, la méthode systémale, mode original d'analyse clinique et de synthèse que nous avons affiné depuis une trentaine d'années, et d'autre part pour l'informatique, le système générateur de pensée artificielle spécifiant la perspective constructiviste d'Alain Cardon, 1.3. Le deuxième chapitre envisage, sur un mode objectivable élémentaire, des troubles mentaux relativement superficiels qui forment les troubles névrotiques classiques. Ils sont reformulés en processus isolés ou complexes, et transcrits par des modélisations informatiques. Le troisième chapitre évoque de la même façon des modélisations cliniques pour les troubles plus profonds que constituent les principaux états psychotiques classiques. Ceux-ci sont également conçus en processus isolés ou complexes, et interprétés sur un mode informatique. Le quatrième chapitre souligne les nombreuses conséquences de cette double démarche simplificatrice et en rappelle les diverses étapes. Non seulement cette démarche permet de préciser les infrastructures automatisées des troubles mentaux et du fonctionnement psychique, mais elle incite aussi à mieux prendre conscience de la nature de l'esprit qui anime la pensée naturelle et une pensée artificielle tout en permettant de les distinguer. Une conclusion évoque l'importance des effets ego-antagonistes de cette approche. Il se retrouve non seulement dans l'étude clinique de la pathologie mentale, mais aussi dans le fonctionnement du système psychique à tous ses niveaux d'organisation, dans ses propriétés intrinsèques et ses diverses productions. Cette rencontre s'inscrit ainsi dans une voie interdisciplinaire. Et si elle est le fruit d'une longue et fructueuse collaboration avec notre ami Alain Cardon, nous ne saurions passer sous silence le rôle des liens multiples établis avec des chercheurs et collègues qui nous ont aidés en amont à la réalisation de ce projet. Nous pensons particulièrement à notre regretté ami Axel Randru, biochimiste au SCT Hans Hospital à Roskilde au Danemark, président fondateur du Centre international de recherche interdisciplinaire en psychiatrie, avec lequel nous avions entrepris les applications de la méthode systémale. Celle-ci avait été assurée par des démarches logico-mathématiques avec l'aide du professeur Jean-Blaise Gris de l'Université de Neuchâtel en Suisse, et développée ensuite ces dernières années par des emprunts à la théorie des catégories, notamment aux travaux du professeur André Herrmann, de Jean-Paul Van Bremersch et de René Guittard. Face aux automatismes impersonnels de la pensée humaine, elle ne pouvait évidemment ignorer une orientation éthique indispensable qui fut approfondie lors de nombreux échanges avec nos regrettés amis René Largement et Robert Prévost, ainsi qu'avec le professeur Adrien de Moustier. Notre détermination à développer cette voie interdisciplinaire a été en outre renforcée par le soutien appréciable et constructif de nos collègues Claude-Jacques Blanc, Jacques Birenbaum, Robert Palem et du professeur Toshiro Fujimoto de Tokyo, ainsi que par la rencontre avec les dynamiques structurelles d'œuvres artistiques, notamment celle du sculpteur Jean Campa qui a d'ailleurs illustré nos derniers ouvrages. Enfin, nous exprimons nos sincères remerciements au Dr Jacques Chazot pour son soutien éditorial à nos travaux sur le fonctionnement psychique. Que tous ces chercheurs et amis veuillent bien trouver ici l'expression de notre plus vive reconnaissance. PM. Introduction. Cet ouvrage est le fruit d'une perspective interdisciplinaire qui tente d'établir des ponts entre la clinique et l'informatique. Son objectif est de permettre une rencontre entre les troubles mentaux et les dysfonctionnements d'un système psychique artificiel, afin d'apprécier leurs éventuelles relations, sans pour autant les confondre. Par suite, il conduit à une meilleure saisie de la nature du fonctionnement psychique. Toutefois, la clinique se heurte à la complexité du psychisme, à la subjectivité d'autrui, à l'intersubjectivité, aux difficultés d'application des démarches logiques aux phénomènes vécus. Tous ces facteurs ne peuvent donc que limiter la connaissance du réel et contraindre l'observateur à des approximations. L'informatique, de son côté, par la sécheresse de ses automatismes, ne permet apparemment qu'une simulation approchée du vécu holistique, mouvant et sensible du sujet, et ne peut être a priori que réductrice. Il convient donc de préciser ce terrain de rencontre et les conditions requises à cet effet,
avant de pouvoir effectuer cette confrontation entre les dysfonctionnements de la pensée humaine et ceux d'une production artificielle visant à la reproduire d'eux. Le terrain de rencontre. La clinique et l'informatique ne relèvent pas du même ordre de réalité. Rien n'autorise donc a priori de postuler que le fonctionnement d'un système artificiel puisse être similaire à celui d'un système naturel. Aborder leur rapport reste en fait un délicat problème à résoudre, les corpus des systèmes envisagés et les moyens d'investigation n'étant pas de même nature. Tout au plus est-il possible de tenter une saisie des phénomènes qui concernent aussi bien le fonctionnement psychique que celui d'un système artificiel. L'appropriation du réel peut alors se faire de deux façons différentes et complémentaires, soit de façon directe quelque peu naïve, soit sur un mode indirect en recourant à une dérivation par l'intermédiaire du monde virtuel. En effet, l'observateur peut déjà essayer de saisir directement sur un mode sensible, les objets qui l'entourent ou les conduites à partir de leurs aspects apparents. Cette appropriation fait alors appel aux capacités naturelles du système neural qui se réalisent notamment par l'intermédiaire des neurones miroirs, 42, oubliant souvent que ce réel reste en fait voilé sinon caché. Elle peut encore se faire de façon indirecte, plus intellectuelle, à l'aide de modèles virtuels représentatifs, lesquels seront renvoyés sur l'objet ou sur un autre sujet, et réciproquement. Cette seconde saisie et cette connaissance en boucle peuvent alors s'effectuer par les démarches logiques dont l'observateur dispose, et par les outils techniques qu'il se crée, notamment par les modélisations tant cliniques qu'informatiques. Ainsi, en suivant cette seconde modalité, l'observateur peut-il essayer de soulever le coin du voile qui cache la réalité du fonctionnement psychique de deux façons. Il peut le faire, soit en partant de ce réel pour aller vers sa traduction virtuelle en s'adressant à la clinique des troubles mentaux, soit en partant d'un fonctionnement virtuel du système psychique pour aller vers sa rencontre avec le réel à l'aide de modélisations informatiques constructivistes. Les liens créés entre le monde réel vécu et le monde virtuel font ainsi intervenir diverses attitudes possibles de l'observateur, les théories auxquelles il se réfère, et les outils dont il dispose, qu'il s'agisse du langage, des démarches, des méthodes ou des techniques utilisées. Ces outils serviront à schématiser, sur un mode dérivé et abstrait, les propriétés du phénomène caché pour mieux le reconstruire. Or, l'expérience montre que la réalisation de telles rencontres est possible dans la mesure où l'observateur et l'informaticien assurent en parallèle des intégrations dynamiques pathologiques du système naturel de pensée et celles d'un système psychique artificiel, à la recherche de symétrie naturelle entre le fonctionnement psychique et ses productions en recourant à des modélisations. Dès lors, des similitudes peuvent se manifester. Nous verrons qu'elles portent notamment sur les automatismes de pensée qui sous-tendent les processus pathologiques, même si des différences subsistent. Des passages d'un système à l'autre deviennent alors possibles. Des transcriptions informatiques de troubles mentaux peuvent être réalisées. Un nouvel éclairage sur le fonctionnement psychique s'ensuit. Les conditions cliniques. À cet effet, la clinique doit déjà concevoir les troubles mentaux sur un mode nouveau. L'observateur ne peut plus se contenter de les envisager de l'extérieur sous la forme d'entités ou de syndromes plus ou moins figés, qui sont incompatibles avec le vécu mouvant des sujets. Il doit aussi les concevoir sous une forme plus globale, associant à leurs manifestations apparentes leur dynamique sous-jacente, afin de mieux traduire ce vécu et de rencontrer les diverses notions calculables d'une construction informatique. Une telle mutation conceptuelle des formes abordées ne saurait surprendre, car elle a jadis déjà connu d'illustres exemples. Ainsi, dès la fin du XIXe siècle, rappelons que Pierre Janet s'était livré à une étude objective de certains troubles psychiques. Il avait souligné l'existence de dynamiques subconscientes déterminant les formes conscientes, en précisant le rôle des automatismes, 20. Sigmund Freud avait ensuite montré de façon plus sensible et analogique l'existence de topiques psychiques. Il avait isolé les concepts d'inconscient, de préconscient et de conscient, puis du ça, du moi et du surmoi, notions désormais bien connues, 15. Cependant, l'extraction de ces dynamiques dépend de la méthode utilisée. Il est bien évident qu'on ne peut rapprocher avec succès que ce qui est comparable. Dès lors, en l'occurrence, cette extraction doit être obtenue de façon similaire, c'est-à-dire sur un mode suffisamment logique qui autorise la création de modèles justifiés, aussi bien pour l'approche clinique qu'informatique.
Cette question de modélisation reste centrale, car c'est elle qui permet des comparaisons entre des disciplines de nature différente. En ce sens, la clinique doit donc être entièrement repensée et délaisser la conception classique en maladie, entité et syndrome, pour une conception plus souple en processus. De même, l'approche critériologique, malgré sa notoriété contemporaine, s'avère insuffisante, car elle ne permet pas, avec ses regroupements de critères positifs et négatifs, l'approche dynamique processuelle interdisciplinaire envisagée ici. Pour parvenir à cette reformulation, une nouvelle méthode d'observation est nécessaire. C'est ce que nous avons réalisé avec la méthode systémale. Toutefois, une reconnaissance des divers types de troubles ne peut se dispenser de classification. Afin de ne pas désorienter le lecteur, nous établirons ces rapprochements à partir de classes bien connues, qui ont été établies depuis longtemps par la nosographie classique. Nous conserverons donc les grands traits des classifications traditionnelles, névrose et psychose, sans entrer dans le détail des diverses sous-classes possibles. Il sera toujours temps de revenir ultérieurement sur des études de cas particuliers. Il ne s'agit donc pas ici de se livrer à une interprétation informatique systématique de tous les troubles mentaux observés, que ce soit sous leur forme classique ou sous leur forme critériologique. Ce projet trop vaste serait difficilement réalisable. Le but visé est ici plus simple. Il s'agit de tenter de faire comprendre, à partir des plus connus d'entre eux, pourquoi et comment ces mêmes troubles, qui s'expriment sous forme de manifestations symptomatiques, syndromiques et évolutives, sont en fait sous-tendus par des processus automatisés, reproductibles par un système générateur de pensée artificielle. Les conditions informatiques. De son côté, l'informatique classique reste fondée sur des systèmes avec des relations causales directes entrée-sortie, 5. Elle se livre par là à de la programmation à partir de structures préétablies, qui traduisent finalement un fonctionnement causal bien prévisible, ce qui ne saurait conduire à une traduction satisfaisante des mouvances et des transformations possibles des troubles mentaux. Pour simuler convenablement un système psychique, l'informatique doit donc se plier aux exigences dynamiques et mouvantes de la pensée humaine et à cet effet délaisser ses formes premières. Or il s'avère possible, comme l'a bien montré Accardon, d'adopter une attitude constructiviste fondée sur la génération de représentations ressenties par le système qui les produit, à partir de données sensorielles obtenues par une corporéité artificielle comprenant de multiples capteurs. 9. Le modèle informatique de système psychique se base alors sur des éléments proactifs qui communiquent, s'agrègent les uns aux autres et évoluent. Ils génèrent des formes d'activité relationnelle, utilisent un certain degré de liberté sous l'effet d'un contrôle très distribué opéré par des régulateurs et des attracteurs divers. Ainsi se forme un ensemble de flux processuels et de représentations, qui traduisent plus efficacement le fonctionnement psychique naturel. Un tel système, très souple, plus ouvert aux réalités vécues et situé à un bon niveau d'observation, offre ainsi des corrélations faciles avec les données de la clinique. La mise en parallèle des données cliniques et informatiques. Une analyse d'ensemble go-antagoniste permet alors de mieux rendre compte des similitudes et des différences existantes. 2. En effet, la mise en relation des éléments des systèmes naturels et artificiels montre leurs analogies, tout en ne les confondant pas. Ainsi, afin de mieux se rendre compte des rapprochements éventuels entre les modélisations obtenues, sans pour autant rejeter les différences entre les deux systèmes, il convient de mettre en parallèle les données qui montreront les éventuelles symétries de leurs relations internes, au-delà de leurs divergences apparentes. Les rapprochements possibles effectués signent dès lors une réalité commune. Ils autorisent par là une transcription informatique des troubles mentaux. Les différences qui subsistent témoignent des spécificités respectives, lesquelles évitent de confondre la nature des données de ces deux systèmes. Ces relations entre éléments distincts et pourtant superposables apparaissent ainsi comme une réalité profonde et essentielle, celle-ci ne pouvant que renvoyer aux sources de la pensée, au processus énergétique qui l'anime et que l'on dénomme esprit. Ainsi ce type d'étude permet-il d'avancer non seulement dans l'analyse du psychisme et de ses dysfonctionnements, mais aussi dans une problématique, d'ordre philosophique et éthique, aux diverses réponses possibles. Chapitre 1 – Rappel des outils utilisés. Une notion essentielle doit être soulignée d'emblée, car elle retentira sur la suite et la portée de ce travail.
il existe différentes façons de concevoir, d'aborder et de traiter le trouble mental. Celui-ci peut être considéré de l'extérieur par ses formes apparentes, de l'intérieur par ses dynamiques sous-jacentes ou des deux à la fois, par ses structurations plus spécifiques. Il peut aussi être envisagé simplement en soi, ou dans ses rapports avec le milieu. Il peut encore être analysé différemment selon les intentions de l'observateur. Diagnostic, étude épidémiologique, analyse classique ou interdisciplinaire, traitement, qui ne requièrent pas les mêmes exigences méthodologiques. 27. Pour l'aborder, les outils doivent donc être adaptés à l'objectif envisagé et sont fort variés. Ainsi, les logiques destinées à l'aborder extérieurement sont fondées sur le principe du tiers exclu, mais ce principe n'est plus adapté lorsqu'elle s'applique aux dynamiques cachées du trouble. Les moules organisateurs de pensée sont différents selon que l'observateur envisage les formes apparentes, les dynamiques ou la structuration du trouble, et selon le degré de précision recherché. Organiser dans un espace-temps virtuel un ensemble de données ne se fait pas sur le même mode lorsqu'il s'agit de formes délimitées, comme les entités et les syndromes, ou de formes dynamiques ouvertes comme les processus et les fonctions. Il en va de même pour l'outillage informatique requis pour son étude. Simuler des formes apparentes de troubles prédéfinis implique une conception informatique différente de celle qui vise à reproduire le fonctionnement interne de la pensée et de ses perturbations. Traiter le trouble peut varier selon que le clinicien se contente d'appliquer des moyens empiriques éprouvés par l'expérience, ou cherche à corriger les facteurs intervenant dans le déterminisme des troubles par une action plus ciblée et plus spécifique. Bref, les outils utilisés pour une telle étude sont donc directement tributaires des principes généraux retenus pour le type d'approche souhaitée. 28. Nous les envisagerons ici dans la perspective d'une étude comparative entre une clinique interdisciplinaire et une informatique constructiviste. Ils concerneront donc essentiellement la méthodologie clinique, ainsi que le système informatique de référence et leur modélisation respective. Un principe général d'une approche clinique et informatique. L'objectif d'une telle approche est de mieux cerner la réalité du trouble mental et par là, indirectement, celle du fonctionnement psychique par un enrichissement possible lié au rapport du réel et du virtuel, en faisant intervenir à la fois leur aspect agoniste et antagoniste. En effet, la clinique a l'avantage de pouvoir étudier directement la réalité des troubles, mais elle rencontre aussi la difficulté de se heurter aux apparences qui peuvent voiler celle-ci. Ne pouvant donc saisir cette réalité dans toute sa plénitude, elle doit aller plus en profondeur. À cet effet, elle passe par une dérivation virtuelle axée sur des représentations susceptibles de lui apporter une aide, que celle-ci soit d'ordre conceptuel, philosophique, logique, mathématique ou technique. L'informatique de son côté a l'intérêt de pouvoir réaliser un fonctionnement théorique artificiel, mais a priori réducteur par rapport à la réalité, devant par suite se réifier progressivement sur elle. Dans la mesure où elle parvient à effectuer une simulation sophistiquée, elle pourra donner des idées nouvelles aux cliniciens sur les infrastructures des troubles qu'ils n'auraient pas eu l'occasion d'observer, restant tributaires des phénomènes qui lui sont soumis. Ainsi, dans l'approche du trouble mental et du fonctionnement psychique, la clinique va-t-elle du réel au virtuel et l'informatique d'une représentation virtuelle théorique à une réalité technique, en suivant des circuits susceptibles de les enrichir progressivement l'une et l'autre. De leur éventuelle rencontre, peut ainsi surgir une interprétation informatique vraisemblable et acceptable des troubles mentaux. Pour y parvenir, la clinique doit modéliser les troubles mentaux à partir des réalités observées en extrayant un certain nombre d'invariants fonctionnels, grâce à des analyses comparatives et différentielles obtenues par des démarches logiques, analogiques et métaphoriques. L'informatique constructiviste part d'un fonctionnement virtuel de la conscience pour fournir des modèles de dysfonctionnement à son sujet, bien que n'étant pas de même nature. L'expérience montre alors que les deux types de démarches présentent des points de rencontre qui témoignent d'une réalité automatisée sous-jacente, dont émergent les diverses structures fonctionnelles, même si des différences subsistent, le vécu de l'être humain supposant des forces dynamiques incarnées qui font appel à d'autres facteurs. Le principe commun est donc de retenir pour les deux disciplines une même procédure de transcription qui puisse respecter le caractère dynamique constructiviste de la pensée humaine,
sans l'étouffer a priori en la réduisant seulement à une automatisation. Afin de permettre son acceptation par les deux parties, cette approche a donc intérêt à puiser ses racines dans un monde suffisamment rigoureux, d'ordre logico-mathématique, géométrique et topologique, mais aussi numérisé pour l'informatique. Or, cette exigence, apparemment difficile à respecter, n'est pas a priori irréalisable dans la mesure où la pensée est à la fois automatisme et esprit, et s'intéresse ici en priorité à ce premier versant. Certes, cela implique un raisonnement suffisamment précis pour en assurer les soubassements, c'est-à-dire une possibilité de formalisation sous-jacente que seuls des moules de pensée suffisamment rigoureux peuvent offrir pour permettre d'accéder à une telle hypothèse. Or, outre ces moules qui sont directement utilisables en clinique et les aspects calculatoires qui sont utilisés en informatique, la pensée mathématique contemporaine vient encore nous aider en montrant qu'il est possible de concevoir sous certaines conditions une capacité d'enrichissement d'un système à un autre. 3. L'étude de ces liens qui concerne une abstraction de cette approche mixte doit donc être précisée. Elle se valide au cours de celle-ci, et se fonde sur une suite d'allers et retours entre l'expérience et le modèle élaboré, le modèle restant tributaire de ces liens et de l'ordre logique adopté, figure 2. Les modélisations permettent les rapprochements cliniques et informatiques. Nous verrons que leur versant clinique essaie de traduire la structuration des troubles par des processus isolés à partir des symptômes, ainsi que par les liens simples et complexes qui servent à les constituer. Leur versant informatisé témoigne de la nature automatisée des nombreuses fonctions implicitement mises en jeu, de leurs propriétés et des modes de régulation normaux ou pathologiques qui interviennent. La rencontre de ces modèles s'avère ainsi le témoignage de dynamiques énergétiques sous-jacentes, qui s'intègrent aussi bien dans le domaine réel que virtuel. Plus les rencontres présentent de convergences possibles, plus cette réalité sera dévoilée sous ses divers aspects et mieux précisée. L'interface du réel et du virtuel. Figure 2. Deux méthodologies cliniques, la méthode systémale. L'approche couplée clinique et informatique permet donc de mieux préciser le fonctionnement psychique dans la mesure où il s'avère possible d'assurer, par une méthodologie confirmée, l'élaboration de modèles comparables 36, 37, 38. Nous avons vu que la clinique permettait d'extraire des modèles virtuels de troubles mentaux, grâce à des analyses comparatives et différentielles, obtenues par des démarches logiques, analogiques et métaphoriques. Elle montre aussi que le trouble mental traduit un dysfonctionnement du système psychique au sein de son milieu et des relations établies. Une telle étude implique donc pour les représentations virtuelles du clinicien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.